Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui on se retrouve avec Aton pour faire de la chute libre. C'est parti! Je stresse un peu. Avant de vous montrer la suite, je voudrais vous parler de quelque chose. Cette vidéo a été possible grâce à l'aide d'une marque et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de BNN Nutrition. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis fan de leurs produits depuis un petit moment maintenant. Pour info, je ne suis pas payé pour dire du bien de la marque ou vous faire acheter tout ce qui se trouve sur leur boutique. Je veux simplement vous présenter une marque de compléments alimentaires qui est française, bio et qui me fait confiance sur les différents projets qui arriveront sur cette chaîne. Ça va faire environ 5 mois que je consomme les boissons énergisantes qu'ils proposent et c'est que depuis peu qu'on a parlé partenariat ensemble. Parce que oui, je ne veux absolument pas travailler avec des marques que je ne valide pas. En gros, j'ai testé leurs boissons énergisantes, leur pré-workout, leurs protéines végétales et leurs vitamines depuis peu. Je vais pas parler des protéines et des vitamines dans cette vidéo parce que j'ai pas un assez gros retour dessus. Par contre, ça et ça, je peux le dire, c'est de la frappe. L'une est une boisson énergisante qui permet de rester éveillé puisqu'elle contient de la caféine. Elle est sans sucre et elle est chargée en BCAAs, ce qui permet une meilleure récupération des muscles et des articulations après le sport. D'ailleurs, je suis allé voir une nutritionniste spécialisée dans le monde du sport récemment et elle m'a clairement conseillé d'en prendre après mes séances. L'autre, c'est un pré-workout mais un peu particulier. En gros, un pré-workout de base, ça contient de la caféine afin d'accélérer le rythme cardiaque avant les séances. Sauf qu'ici, c'est pas le but recherché puisque le warm-up va agir sur la concentration et le focus. Il contient des acides aminés qui permettent de mettre le cerveau en mode alerte et des sucres à assimilation rapide pour avoir de l'énergie. En gros, ça permet d'être chaud tout en gardant un rythme cardiaque bas. Et la raison de pourquoi je bosse avec cette marque, c'est parce qu'elle est validée par de nombreuses unités en France, comme certains PSIG, les pompiers de Paris, les pompiers de Marseille, ou encore même par Willy Georges, qui est simplement le meilleur crossfitter de France depuis 4 ou 5 ans, je crois. Il prévoit d'ailleurs de passer les sélections du RAID prochainement, donc courage à lui. Bref, avant une inter ou une permanence au PJ, c'est le top. Ou avant une séance de sport aussi, logique. Je les remercie infiniment de me suivre sur mes différents projets, et je le répète, je ne parlerai pas de la marque si je la validais pas. C'est fait en France, c'est 100% végétal, et l'équipe est géniale, donc trop cool. Vous retrouverez tous les liens en description, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram, ils répondent à toutes les questions. Bon, on aborde le sujet de la vidéo maintenant. Pour résumer, j'ai proposé à Aton de venir à Clermont-Ferrand pour faire de la chute libre. Pourquoi lui? Parce qu'il était chuteur opérationnel au sein du GIGN. Je trouvais l'idée intéressante de partager avec lui une de ses passions qui est la chute libre. J'ai donc contacté le centre Flying Clermont pour leur proposer l'idée et ils ont directement dit oui. Un bon gros oui. J'ai donc invité mes potes, l'équipe de Guerilla Store et Aton à se rejoindre là-bas. Arrivé au centre, on a d'abord été accueillis par Eric qui est le directeur du centre Flying Clermont. Il nous a alors fait la visite afin de nous parler de tous les éléments à connaître au sein de l'établissement. Le centre Flying a ouvert ses portes seulement depuis juin et offre une expérience de vol inédite en France. En général, les souffleries elles sont équipées d'un tube en verre autour du shooter, mais ici il n'y en a pas. Il y a seulement des tapis et des filets pour amortir les chutes. Ouais, heureusement qu'ils étaient là. Il faut donc être précis et un minimum minutieux dans ses mouvements. Et c'est pas forcément simple pour Aton d'être minutieux. On va voir ce qu'un bourrin de shooter opérationnel peut faire chez vous. Bon, après, il n'y a pas de raison qu'il galère, étant donné qu'il a sauté environ 1000 fois en parachute. Ouais, c'est pas rien. Mais le moniteur Victor nous a bien fait comprendre que la chute libre en indoor et le saut en parachute depuis un avion, étaient deux disciplines bien différentes. Avec des similitudes, certes, mais ici, un simple bras qui sort du flux d'air et on est rapidement désaxé. Et en parlant de bras, si votre épaule a déjà subi une luxation, la discipline n'est clairement pas recommandée pour vous. Un gros avantage de la chute indoor, c'est qu'on peut voler par tous les temps, et ce, peu importe la saison. Pas de contrainte de météo, ni de vent. Aussi, les temps de vol ici sont de 2 minutes, à l'inverse d'une chute libre depuis un avion qui frôle les 40 secondes environ. Bref, après avoir visité le centre, on est passé au briefing. C'est parti pour une petite vidéo d'introduction qui va vous expliquer le fonctionnement, le déroulement de la séance, d'accord? Donc sur la vidéo, vous allez voir comment se positionner sur l'air, ainsi que les signaux. D'accord, parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup trop de bruit. Donc, on va communiquer avec des signaux pour modifier votre position de vol. Ça marche? Donc, ça dure 4 minutes. C'est parti.
Une fois la vidéo terminée, je reviens et on voit ça ensemble. Ça roule ? En gros, ça résumait très bien les signaux importants à connaître afin de pouvoir voler et les règles de sécurité à respecter. Au niveau des signaux, c'est assez simple. Ça, c'est pour tendre les jambes, ça pour les plier, ça pour relever le menton et ça pour simplement se détendre ou se décontracter. Et c'est pas se détendre mentalement, c'est se détendre physiquement. C'est purement musculaire. En gros, le corps se crispe naturellement quand on est dans la soufflerie. C'est assez étrange, mais sans s'en rendre compte, on a les épaules, les biceps ou les avant-bras contractés très rapidement. La difficulté, c'est de se relâcher sans modifier sa position de vol. D'accord, c'est vraiment de la tension musculaire qu'il faut enlever au signal. Ok. Voilà. Ça marche? Yes. Ça, c'est cool, c'est que c'est bien. D'accord, ne confondez pas avec relever la tête. Ça arrive. Des fois, on leur fait c'est bien, tu voles bien, t'as bien compris les signaux. Et puis, alors, voilà. Alors, vous allez voir ici, il n'y a pas de verre. D'accord? Donc, regardez devant, c'est bien quand on est dans les grosses souffleries en verre, parce que l'obstacle, il est devant. D'accord? Ici, il n'y a pas d'obstacle. Donc, si vous regardez légèrement le sol, c'est pas mauvais. D'accord? Du moment que ça ne dégrade pas votre position, je ne vous demanderai pas de relever la tête. Deuxième chose importante, c'est de se laisser guider dans la bonne position au niveau des bras. Vas-y, sois gainé, verrouille. Okay. J'arriverai pas à modifier ta position de bras. À ce moment-là, si tu es trop gainé, je te ferai souviens-toi, détends-toi. Et c'est là où on se laisse bien guider. Ça marche? Ça roule? Super important ça. Rappelez-vous d'une chose. Nous, au niveau de la puissance du vent, c'est bon à savoir. Imaginez que votre corps peut voler à 150 km/h et imaginez que votre corps peut aussi voler à 170 km/h. Ça, c'est une plage de vol dans laquelle vous pouvez voler. Nous, on va vous caler au milieu. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de pouvoir descendre et de monter. En gros, si on sent qu'on fait le yo-yo pendant le vol, c'est simplement nous qui changeons notre position. Donc au plus on viendra faire la banane, au plus on viendra descendre puisqu'on devient aérodynamique. A l'inverse, si on fait la planche à repasser, notre corps viendra capturer tout l'air et du coup on va monter. C'est assez simple à comprendre une fois dedans en réalité. Ici l'objectif c'était de comprendre comment ça fonctionnait et surtout de découvrir des sensations. Donc tout ce qui est backflip, front flip, ça peut se faire, mais c'est bien d'avoir quand même un peu de... Non, mais on pourrait essayer à la rigueur un petit front flip, tu vois, ou deux petits front flip si tu as assez de stabilité pour le fun. Ok, je te brieferai ça, hein, d'accord? T'inquiète, je gère. Mais pour arriver à des trucs comme ça, il faudra forcément avoir une bonne stabilité et écouter ou voir ce que Victor nous dira. Il y a des moments, je vais te dire, attends, regarde-moi, ok? Tu me regardes moi, je vais te montrer une petite astuce pour comment évoluer dans la soufflerie. Quand tu fais ça, ça marche? Je te mettrai debout, je te mettrai debout en bordure de la soufflerie et là je te ferai regarde-moi. Regarde, bouge pas, tu me regardes, essaye de faire par miroir, tout simplement. Ok? Parce qu'il y a des moments, dans l'apprentissage pour le vol solo, il faut apprendre, c'est le jeu de tomber, de remonter dans la soufflerie, c'est le jeu, ça fait partie du truc. C'est petit, on va sortir, même moi quand je vole, pour m'amuser, je tombe et je re-rentre, d'accord? Donc à un moment donné, vous allez voir, je vais vous montrer des astuces pour être plutôt autonome, de rentrer tout seul dans la soufflerie, tu vas rentrer, des fois tu vas prendre une mauvaise position, tu vas être éjecté, etc. Il n'y a pas de souci. Donc des fois, il faudra simplement faire par miroir en fonction de ce que Victor nous dira dans la soufflerie. La manière dont tu arrives et tu te positionnes, c'est pas du tout ce que j'ai connu, quoi. Ouais. Moi, je me jetais et... Ouais, tu te jettes, tu as ton matériel en plus. Ouais, et tu l'as, la stabilité, parce que tout de suite. Là, je me dis, ça va souffler, ça va me renvoyer, tu vois, alors, en arrière. Donc, ouais, tu vois, c'est la question que je me pose. Tu verras. Alors, pour la rentrée, pour l'entrée dans la soufflerie, c'est clair que le flux d'air, il est dessous, il vient du dessous. Donc, si, là, tu es debout. Si tu viens faire ça avec ton buste, te pencher, comme ça, tu n'arriveras pas à rentrer puisqu'en fait, l'air, elle va venir te frapper, elle va venir t'expulser en arrière. Et c'est pas comme ça qu'on va rentrer. Justement, nous, on va dérouler, tu vois, tu vas te dérouler. Donc, il faut venir légèrement cambrer et on va dérouler sur l'air, comme ça, tu vois. Tac. Et là, on peut rentrer à ce moment-là. Mais dès que tu vas venir casser, l'air, elle va te pousser, elle va t'éjecter en arrière. Alors après, si c'est un peu le cas, moi, je fais le levier, je te mets dedans. Ah ouais, je te pitch dans l'air. Et puis là, c'est parti. Okay. Une fois qu'on a fait son briefing, une fois qu'on a écouté toutes les consignes de sécurité et de préconisation de la part de l'instructeur, petite séance d'habillage dans laquelle on va avoir une combinaison, des bouchons d'oreilles, parce que ça fait un petit peu de bruit, des lunettes,
un casque. D'ailleurs, je remercie Flying pour nous avoir équipés avec des casques intégrales pour la vidéo. C'est clairement plus sexy que les casques jet que mes potes ont dû porter. Fortiori, le vol va bien se passer. Il est pas célibataire les filles, laissez tomber. Je vous laisse me suivre, je vais vous montrer un peu la chambre de vol où les shooters du coup attendent. Les passages s'affichent ici sur l'écran. Ils s'installent en fonction de leur passage. Et ensuite, le moniteur leur fait un signe de venir et ils passent individuellement avec le moniteur. Au niveau du drive, la machine fait un peu plus de 1000 chevaux. Et le vent, on aura une puissance à peu près de 220 km/h, ça va jusqu'à 220 km/h. Et il s'adapte en fonction du poids de la personne. La limite max, c'est en gros 110 kg à titre d'info. Donc si après avoir regardé la vidéo, vous avez envie d'offrir une session de vol à un ami, bah tous les liens sont en description. En plus, Flying propose une Flybox pour Noël avec des petits goodies à l'intérieur et quelques petites surprises. Le vol est accessible à partir de 5 ans, c'est situé en plein centre de la France et ici aussi, l'équipe est géniale. Donc tout est réuni pour passer un bon moment, ça je peux vous le garantir. Pour décider qui d'Aton ou moi aurait la chance de voler en premier, on a joué à un petit jeu. On met le casque au milieu et puis celui qui repart avec le casque, il décide de qui est-ce qui vole en premier. D'accord. Ouais. Ouais. 3, 2, 1, top. Oh là 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 là. C'est pas grave, il va dormir. Note à moi-même, ne pas jouer avec un ours qui a été au GIGN. Bref, j'ai laissé l'honneur à Aton de voler en premier, je vous laisse avec quelques images. C'est pas mal, hein. Ouais, bah, il me donnait beaucoup plus que toi, mais. Je sais pas en fait, j'ai Si, pas. si, toi t'étais mais- beaucoup plus libre à essayer tes trucs. Ouais, ouais. Tu veux essayer un salto, Aton? Oui, mais bon. En vrai, les premiers vols n'étaient pas simples pour comprendre vraiment comment ça fonctionne, mais après ça vient vite. Un truc assez bizarre, c'est qu'on comprend vite les sensations au niveau des bras, mais par contre ce qui est des jambes, on comprend carrément rien. J'avais clairement l'impression que mes jambes faisaient n'importe quoi, mais au final pas tant que ça. Du coup j'ai eu la possibilité de faire voler la plupart de mes amis et ils ont tous trouvé ça énorme. Ils ont un peu moins volé qu'Aton et moi, du coup un peu plus difficile pour eux de comprendre comment on monte, comment on descend, mais le principal c'est de ressortir avec un sourire, et je crois que c'était réussi. Bref, c'était trop cool. Après cette matinée de vol, j'ai eu l'occasion d'interviewer Aton sur son passé de chuteur opérationnel. Je m'excuse d'avance pour le son qui est pas ouf, mais le micro a un peu bugué. Et ben voilà, vous avez vu toute la matinée, c'était vraiment sympa. Merci à Ton d'être avec moi aujourd'hui, avec nous du coup. Tous mes amis étaient présents aujourd'hui, et ça a été une super matinée. Je te prends un petit peu de ton temps pour te poser quelques questions et essentiellement savoir ce que tu as pensé de cette session de ce matin et surtout les différences entre le vol en soufflerie chez Flying et le vol en tant que chuteur opérationnel. Alors moi j'avais déjà bonjour, enfin rebonjour à toi, je sais pas machin, mais voilà, en tout cas merci à toi pour cette invitation, merci à Flying et toutes les personnes qui ont permis justement qu'on puisse faire cette vidéo. Alors moi j'étais chuteur opérationnel, j'ai passé mon brevet élémentaire il y a de ça en 97, donc j'ai brevet élémentaire, après je suis passé chuteur ops en 2007, début 2007, donc j'ai une expérience parachutiste. Ouais. Maintenant, j'avais jamais été en soufflerie,
Pour moi, alors non pas que j'étais réfractaire à la soufflerie, non, mais c'est que j'ai jamais eu l'occasion. Donc là, c'était une super occasion pour moi, et j'ai vu en fait des différences. Ce que je peux faire, ce qui m'était pardonné à grande altitude, c'est-à-dire sortir de l'avion, prendre la claque que j'avais à prendre, et puis me stabiliser, déraper, avancer, reculer, ce qui n'était pas bien grave, même en saut chute-ops où on va être une dizaine de shooters, ou même sur un VR où on se rejoint, la stabilité, on la trouve à plusieurs, on s'agrippe et tout ça. Là, il n'y a pas droit à l'erreur. Ah oui. Alors, je ne sais pas comment on le ça. voit sur la vidéo, mais il n'y a pas droit à l'erreur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un diamètre d'à peu près 1m80, 2 mètres. Il faut rester dans ce tube-là. Et quand on voit la taille d'un homme, on se dit que vraiment, la moindre erreur, on sort du truc. Ouais, carrément. Donc, moi, je trouve ça super intéressant pour un baptême, pour quelqu'un qui ne connaît pas la chute, les sensations que ça procure, parce que on est vraiment dedans. Dans le vol relatif, voilà, on est vraiment dans cette sensation de chute libre. Et après, je le recommanderais à des personnes qui sont bons en chute libre, dans le ciel, mais qui veulent devenir très bons. Pour se perfectionner. Parce que là, on travaille la stabilité. Et j'ai eu un pote chute-ups ce matin au téléphone, en lui racontant ce que je faisais. Et il me dit, je suis sûr que tu dois sortir de trucs parce qu'on est des bourrins. Et nous, en fait, on n'est pas pile poil comme il faudrait. Mais on fait le job dans le boulot. Mais là, c'est autre chose. Mais c'est super intéressant. Trop cool, trop cool. Déjà, j'espère que tu as pris du plaisir ce matin. Ah, ben grave, mais moi, j'y retourne quand vous voulez. Hein. Bon, on verra ça avec Flying. On va prendre un abonnement. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes par rapport au fait que tu étais chuteur opérationnel, des petits trucs un peu marrants à raconter ou des trucs qui sont pas forcément très drôles mais un peu atypiques? Alors moi j'ai commencé comme je disais en 97. Alors premier saut c'était le saut traditionnel, tu sais, transal à 300, 400 mètres. J'ai pas eu peur sur mon premier saut en parachute. Okay. J'étais même inconscient, j'avais 19 ans. Donc je suis sorti, j'ai vu ce que c'était. L'atterrissage était très violent. Okay. Donc ma première appréhension sur un saut en parachute, c'est au deuxième saut. Parce que tu savais à quoi t'attendre. Je savais que l'atterrissage, puis c'était les parachutes hémisphériques, tu sais, les ronds. Donc tu ralentis pas vraiment et t'impactes le sol. Donc voilà. Mais j'ai fait à peu près 60 sauts avec gain équipé en hémisphérique. Okay. Aux premières CP. Ensuite, je suis rentré GIGN, donc j'ai refait encore brevet élémentaire, sauf qu'on m'a pas donné le brevet parce que je l'avais déjà. Et puis après, j'ai réussi à accéder au stage Shooter Ops. Donc là, c'était entre 2006 et 2007, j'ai fait 4 mois. Et là, j'ai eu un saut très compliqué. En fait, on sautait à 4000 mètres d'altitude, entre 3006 et 4000 en transal. Ok. Voilà, donc si tu veux, quand tu sautes à 4000 mètres d'altitude et que tu ouvres à 1200, tu sais que tu as à peu près 45-50 secondes de chute libre. Okay. Donc tu focalises là-dessus, puis c'est 2 jours. Donc tu vois le sol, tu vois tout ça, tu vois tes camarades. Et en fait, le soir, on va partir pour un saut, mais de nuit, et en hélico. Et on monte à 2200 mètres d'altitude. Donc tu vois, presque moitié moins. Et en fait, ce qui se passe, c'est autant dans un avion, t'as la gaine, tu peux mettre tes sangles vraiment bien, je dirais, pour pouvoir cambrer. Okay. Dans un hélicoptère, t'as moins de place. Donc en fait, quand tu vas te diriger vers la porte de sortie, t'es mis dans cette position, t'es un peu arc-bouté. Alors qu'il faut être plutôt cambré pour bien mettre les sangles. Et moi, en fait, quand je sors, je tape la tête sur le montant de l'hélico. Et puis mes sangles se mettent très mal en bas des cuisses, ce qui fait que je peux pas cambrer. Okay. Donc je pars en autorotation. Okay. Ce qui fait que ça prend du temps pour remettre les cuissardes en chute libre. Hein. Remettre les cuissardes bien, me mettre dans l'axe, parce qu'en fait quand on sort, il y a un axe à respecter pour que chaque parachutiste ouvre dans la même direction. Okay. Donc je me remets dans l'axe et là le réflexe c'est d'aller voir mon altimètre. Sauf que quand je regarde, j'ai du mal à le voir parce que c'est des trucs que tu éclaires et quand tu n'éclaires plus, et le mien était un peu usé. Ce qui fait que quand je regarde, je vois pas. Donc j'avais ma lampe qui était pas loin, j'arrive à sortir la lampe, c'est très rapide et quand je regarde, je suis en dessous. Donc tout ça prend du temps. Okay. Je suis en dessous des 1000. Donc là, je commence un peu à flipper. Et je vais chercher ma poignée tout de suite parce que je devais ouvrir à 1200 à peu près, et là en dessous des 1000, je suis très en retard. Oui, carrément. Ce que j'aurais dû faire, secours sec. Okay. C'est-à-dire aller chercher la poignée devant et tirer. Je l'ai pas fait. Donc c'est une erreur, hein, et je suis allé chercher ma poignée qui était là sur le G9, et en fait,
j'arrive pas à la choper parce que comme j'ai pris une rouette, mon truc a bougé. J'ai le blouson et tout et j'arrive pas à choper. Je chope du bout du doigt et j'ai ce qu'on appelle une poignée dure. Donc moi je vois le sol arriver en fait. Et là je tire à un moment donné, donc je sens que ça se libère dans mon dos. Et je vois le sol arriver et je sens que quelque chose s'entoure autour de ma jambe. Ok. Je mets des grands coups et puis à un moment donné ça s'ouvre. Donc je pose pratiquement aussitôt avec ma gaine encore sur moi, j'ai pas eu le temps de délester. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bon, c'est un instructeur para qui m'a raconté mon saut parce que moi j'étais un peu déboussolé. Il l'a vu lui? Il l'a pas vu, mais quand je lui ai raconté, parce que j'ai voulu raconter de la merde pour ne pas être viré, bien sûr. parce que j'ai fait des erreurs Ok. dans mon truc. Donc j'ai raconté un truc comme quoi mon secours s'était ouvert et en fait le secours s'est déclenché à 350 mètres. Ok. Donc en fait, secours et principal se sont déployés pratiquement en même temps, donc les extracteurs ont dû se percuter. Il se déclenche automatiquement le secours? Ouais, à Ok. 350 mètres. En fait, et quelque part, et moi j'ai ouvert le parachute principal en même temps que le secours s'est déclenché. Donc ce qui s'est passé, c'est que le secours s'est enroulé autour de ma jambe, et heureusement, ce qui a fait que comme j'avais pareil, dans la manière de plier, si tu veux que ça temporise un peu, tu plies, tu vois, tu plies ton parachute d'une certaine manière pour que ça prenne un peu de temps à s'ouvrir. Donc c'est ce que j'avais fait, donc ça a mis du temps, et moi le sol il se rapprochait, et en fait ce qui s'est passé c'est que ça m'a sauvé la vie, parce que les deux ne se sont pas emmêlés, ce qui aurait pu se produire, et en fait la voile principale s'est ouverte, et j'ai posé, et là je me suis dit, wow, c'est tout léger derrière, j'ai regardé, j'avais plus le principal et plus le secours, mais le secours était enroulé, en fait l'extracteur était autour de, et le pod était par terre. Après, moi j'ai libéré 3 fois. Une fois pareil où je fais un pliage de merde. Ok. Donc on plie comme ça avec la Rangers dans le pod, on plie le parachute et on repart au saut. On fait une moyenne de 8-10 sauts en semaine recyclage chute-ops. Et là en fait, ce qui se passe, c'est que je sais que j'ai fait un pliage de merde. Et je décide, je dis aux potes, je dis voilà, je vais ouvrir un peu plus haut à 100 mètres, 100 mètres au-dessus. Peut-être 1003, 1002, j'en sais rien. Et quand je tire la poignée, ce que j'avais prédit se réalise, c'est que je lève la tête et là en fait je vois que le Kawaii, tu sais, Kawaii fermé, avec les 2 élastiques, et en fait c'est la voile est dans le pod, et elle sort pas. J'avais fait une tête d'alouette, un nœud en repliant mon truc un peu comme un bourrin. Donc pas énervé, hein, je libère, je garde toutes les poignées, et puis je pose, et voilà, c'était une libée, et j'en ai eu 3, ouais, donc aussi en brevet, en saut sportif aussi, ça arrive. Ok, parce que tu fais du saut sportif, c'est-à-dire en dehors du GI? En dehors du... Non, en dehors du chute-up, c'est un chute-up, t'as une grosse voile avec le matériel, et en fait, sur un recyclage, parfois, on fait un saut chute-ups, et parfois, on fait, pour se reposer un peu, et avoir une semaine un peu plus fun, on fait un saut, ce qu'on appelle sportif, avec des toutes petites voiles. Où là, on fait des VR, donc on se rejoint à plusieurs, on fait des figures, Trop bien. mais voilà, mais à notre niveau. C'est plaisir quoi. Ouais, c'est à notre niveau, et en fin de compte, on voit que là, la stabilité, c'est compliqué, mais ce qui était pardonné là-haut ne l'est pas ici, donc là c'est bien, ça fait travailler quoi. Et il y a besoin de travailler, la preuve qu'on a toujours besoin de travailler. J'ai vu récemment sur Amazon Prime que tu avais fait une série donc avec pas mal d'influenceurs qui a carrément bien marché, les retours ont été donc très bons comme tu me disais, ce qui est plutôt cool. T'as d'autres projets un peu dans ce style-là, que ce soit Amazon, des films, des séries ou autre d'ailleurs? Alors déjà, il y aura peut-être une saison 2 de Celebrity Hunted. Pour l'instant, je suis incapable de dire s'il y aura la saison 2, mais je crois fortement parce qu'elle a eu un gros succès. Hein, en fait, elle était. Alors, ils ne dévoilent pas les chiffres, Amazon, ni Netflix, mais en fait, on sait quand la série a été la plus regardée de tout le programme Netflix, de Amazon. Et ça a été le cas. Donc moi je pense qu'il y aura une saison 2, à savoir si j'en serai, pour l'instant c'est trop tôt pour dire. Si on devait me demander, moi si mon planning le permet, ouais, parce que c'était un jeu vraiment, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, et puis avec la même équipe ce serait cool quoi. Voilà. L'équipe était top? Ouais, l'équipe était top, on est toujours en contact. Il y a même un projet, alors moi je ne serai pas forcément dedans, mais à ce qui monte une société pas de track, mais de recherche, détective et tout ça quoi. Donc non, ça vraiment, la mayonnaise a bien pris au niveau du QG. Les gens de terrain, on les a un peu moins vus, donc on a un peu
plus éloignés, mais on se suit sur Insta, tout ça, on parle un petit peu de temps en temps. On a eu une soirée il n'y a pas tellement longtemps, donc on prend plaisir à les retrouver. Moins avec les célébrités, parce qu'on m'a demandé aussi si je les avais croisés, mais non, on les a pas croisés. Malheureusement, moi j'aurais aimé croiser certains. Après, moi j'ai tourné il n'y a pas tellement longtemps avec Jamel Debbouze, le petit Simon qui joue dans Le Petit Nicolas et qui va être dans le film Le Nouveau Jouet, et Daniel Auteuil. Donc là j'ai eu plus de 15 jours de tournage avec eux, avec un rôle assez particulier de garde du corps, très proche de Daniel Auteuil, mais surtout encore plus proche de l'enfant, de Alexandre dans le film. Il s'appelle Alexandre. Comme une figure un peu paternelle. Figure un peu paternelle dedans, et puis vraiment moi je veille sur sa sécurité, sur tout ça. Et puis dedans, donc c'est un remake du Jouet qui était tourné avec Pierre Richard. Donc on a le père Daniel Auteuil, l'enfant Alexandre, c'est Simon l'acteur, et puis le Jouet qui est joué par Jamel Debbouze, et qui nous rejoint au château parce qu'il est choisi comme Jouet, et il va vivre un quotidien pendant des semaines avec l'enfant. Et moi en fait, tout ce que fait Samy dans le film, donc joué par Jamel Debbouze, va à l'encontre de tout ce qu'on essaie de maintenir en ordre dans le château. Et en fait, il va se passer tout un tas de choses dans ce château. Et avec Samy, moi je suis comme ça, quoi. Donc c'était marrant parce que Jamel Debbouze et moi, on s'entend très très bien. Et on devait vraiment être comme ça dans le film. Donc parfois il y a eu quelques fous rires. Et j'ai découvert un Jamel que les gens vont découvrir dans le film parce que différent de l'image que j'avais de Jamel avant. Rôle plus sérieux? Alors on est beaucoup dans la déconnade, c'est un film de James Hutt, donc c'est Bryce the Nice, tout ça, c'est... Mais ouais, il y a quand même une grosse profondeur dans le personnage, un gros rôle à jouer par Jamel, et en fait, maintenant que je connais Jamel, il y a une partie de lui en fait, dans le film. Donc moi je suis super content, je suis hyper curieux de savoir comment les gens vont le prendre, mais on va découvrir un Jamel un peu différent, et ce sera bien top. Ouais. C'est quelque chose qui sort sur une plateforme, au cinéma? Cinéma. Ok, génial. Cinéma. Après, au niveau cinéma, il n'y a pas vraiment de projet signé prêt maintenant. Il y a beaucoup de choses dans le tiroir. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. Moi, dans ce que j'aimerais faire, c'est peut-être un rôle un peu dans unité d'élite, voire force spéciale, en tout cas militaire d'élite, comme tel que moi je l'ai vraiment vécu, quoi. Avec des émotions que j'ai vécues, les retranscrire. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment vu ça encore au cinéma. Je bouffe pas mal de films d'action et qui retracent des parcours de militaires, mais il y a des choses qui sont pas encore que j'aimerais montrer, quoi. Donc j'aimerais bien faire un projet là-dessus. Et puis ensuite après, moi des gens qui m'inspirent, c'est par exemple Tom Hardy, qui a un gros panel de jeux. J'aimerais faire un petit peu ça, moi, jouer autant un petit peu de comédie. Là il y a d'autres projets aussi, peut-être comédie, on va voir. Je te le souhaite, parce que vu le palmarès de Tom Hardy... c'est des parcours qui m'inspirent, qui me font rêver. Maintenant, c'est extrêmement dur. Mais en France, on a tendance à te mettre dans des catégories. Donc moi, j'essaie d'en sortir. Et là, le film avec James va me faire sortir un peu. On est clairement dans la comédie. Et c'est mon sérieux qui va rendre les choses un peu comiques, quoi. Ça tue. Mais ouais, non, c'est sympa. Après, j'ai un film, un court-métrage qui va sortir, qui s'appelle Unborn, où là, en fait, je suis un... Alors, c'est très futuriste, on est en 2050 ou 2070, et les hommes, en fait, sont créés dans des machines. Alors, c'est plus vraiment des hommes, c'est des esclaves qui sont créés, donc qui sont des clones, qui sont créés et qui vont servir les êtres humains qui restent. Et en fait, on est un petit peu entre... c'était quoi ce film avec... Il y a Ryan Gosling qui a joué dedans. Ouais, la nouvelle et l'ancienne génération, c'était avec un acteur connu aussi. Oui, avec Harrison Ford. Ouais, je l'ai perdu. Tu vois, 2004, je l'ai perdu. Tu l'as perdu. Je le mettrai à l'écran, je l'ai perdu. Et en fait, c'est un petit peu cette histoire. Et moi, j'ai le personnage principal. Et là, je vais traquer une femme. Et je suis un unborn, donc on voit de ma naissance. Et jusqu'au bout du film, quoi. C'est ce que tu avais posté sur Instagram avec des magnifiques photos un peu dans l'ombre et tout. Ouais. C'est ça. Donc je suis habillé un peu à la Matrix. Avec et il y a une scène de combat qui fait 2 minutes
Donc je sais pas combien à faire dans le film, mais je pense qu'elle sera à peu près pas loin de 2 minutes. 2 minutes de chorégraphie que tu De avais chorégraphie, ouais, qu'on m'a enseigné en 30 minutes. faite. Ok. Donc, et avec une équipe qui sont sur Instagram, c'est l'Académie, ah là là, que je leur fasse passer l'université, campus université académie, je sais plus. Qui est sur Paris? Qui est sur Paris. Non, ils sont pas à Paris. Ils sont dans le nord de la France, je crois. Ok. Et qui ont un niveau extraordinaire et franchement qui m'ont vachement aidé sur les chorégraphies. Je mettrai aussi tout ça à l'écran. Ouais, les gens vont croire que je suis super bon. Merci à toi d'être venu en tout cas. Bah, avec grand plaisir. Merci Et- à toi pour l'invitation, pour tout, à Fly-In pour l'invitation, enfin tout ce qui a été autour. Et puis, non, bah, moi j'ai hâte de voir la vidéo, voir un peu ce que ça donnait. J'ai kiffé faire ce que j'ai fait et puis merci à toi. Pas de soucis. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça a été beaucoup d'organisation à gérer, alors je remercie sincèrement tous ceux qui ont participé à sa création. Que ce soit mes vidéastes Axel et Tony, Guerilla Store, l'équipe de Fly-In ou encore Aton, tout le monde s'est rendu hyper disponible et du coup on a passé une super journée. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais si en seulement 8 mois sur YouTube j'arrive à organiser des tournages comme ça, bah je me rends clairement compte que c'est grâce à votre soutien, donc merci beaucoup. Avant de vous quitter, je souhaitais vous dire une dernière chose. Durant les années que j'ai passées en gendarmerie, j'ai toujours entendu des avis divers et variés sur Aton. Je n'arrivais pas vraiment à savoir qui écouter et c'était assez perturbant d'entendre 2 sons de cloche aussi gros sur une personne. Mais du coup, je vais vous dire clairement ce que je pense de lui. C'est une de mes plus belles rencontres de l'année. Avant son arrivée, j'ai eu un doute sur le fait qu'il prendrait le temps de discuter avec tous mes amis ou alors les membres de mon équipe. Et j'ai été un peu con de penser ça, puisqu'il a été hyper abordable durant toute la journée. Il est ultra humble et n'a clairement rien à prouver à personne. Il est gentil, très gentil même, et dégage quelque chose de puissant quand il parle. À aucun moment je n'ai aperçu un quelconque boulard de sa part. J'ai eu des a priori au vu de ce qu'on peut entendre dans l'institution, et clairement, je n'aurais pas dû en avoir au vu de sa personne. En vrai, c'est pas très grave, ça arrive. Je suis très heureux d'avoir pu le rencontrer et passer une journée comme celle-ci avec lui. Enfin bon, ce n'est que mon avis, faites-vous le vôtre aussi. Mais ne vous fiez pas forcément à ce que l'on peut entendre sur les gens, croyez-moi. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Clem. Tchuss.